La phase à élimination directe commence ce soir pour la France contre la Suède et les Bleus pourront compter sur le retour de Didier Deschamps. C'était évidemment très dur et pour mon bien personnel et pour celui de l'équipe de France, il fallait que je parte. Ils ont fait ce qu'il fallait. Là, on prépare deuxième compétition qui commence dans la compétition. À New York, où aura lieu le match, les supporters français ont tenu à remercier Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps, qui avait dirigé les Bleus lors du dernier match de poule contre la Norvège. Et forcément, qui dit début de la phase à élimination directe dit retour d'une mélodie qu'on connaît bien. Le retour de Didier Deschamps en conférence de presse, ça a aussi été l'occasion pour lui de parler de son capitaine, Kylian Mbappé. Il fait partie de la race des joueurs hors normes, comme il y en a, et tant mieux qu'il soit français, qu'il soit avec nous. Et pour s'occuper de Kylian Mbappé et des Bleus, il y a Didier Deschamps et Guy Stéphane, certes, mais il y a aussi et surtout un staff très large, avec des personnes et des emplois qu'on connaît beaucoup moins. Et aujourd'hui sur Brut, on vous propose de découvrir le métier d'officier de sécurité de l'équipe de France avec Jean-Pierre Quentin, qui était en poste lors de la victoire à la Coupe du Monde 98. Mon rôle en fait, c'est d'essayer d'organiser une bulle autour de l'équipe, que ce soit en France ou à l'étranger. Les déplacements pour que les joueurs ne pensent qu'au football, que le staff ne pense qu'à entraîner et qu'on ne soit pas embêté par les personnes extérieures. Moi, mon rôle, c'est de les amener à telle heure, au bon endroit, au bon moment. Mais à quoi pouvaient ressembler vos journées à l'époque? Ouais, la mission, ça ne se résume pas qu'à être l'officier de sécurité, à se cantonner à faire que de la sécurité, puisque quand on est au château, c'est vraiment fermé. Clairefontaine, c'est complètement grillagé de partout, et voilà. Mais l'idée, c'est de mettre tout le monde dans les bonnes conditions, c'est-à-dire c'est premier lever, voir un peu si tout va bien autour du château. Les entraînements, si tout le monde est levé, si tout le monde est en bas, accompagner un peu tout le monde dans leurs besoins. Un après-midi en préparation Coupe du Monde, Zizou vient me voir et me dit « JP, il faut qu'on aille jusqu'à Rambouillet ». Il avait une petite chaîne IFI, à l'époque on n'avait pas encore tous ces portables, et une petite chaîne IFI qui ne marchait plus, et il me dit « il faut qu'on aille, on va faire un saut au centre commercial à Rambouillet », et on achète ça vite fait. Bon, allez, on a pris une voiture, on y est allés tous les deux. Ça s'est pas trop mal passé, je ne le ferai plus aujourd'hui. Mais ça s'est pas mal passé, ouais. La première chose, le matin, c'était réveil tôt avec, pour ma part, avec le staff, Aimé Jacquet, Henri-Émile, Bergerot, où on allait courir dans la forêt de Rambouillet. Et ça, c'était avant que les joueurs se lèvent. Donc on partait à 6h30 courir. Donc ensuite, c'était petit-déj, c'était réveil des joueurs pour ceux qui traînaient un petit peu, parce que les entraînements étaient souvent à 10h. Si les entraînements sont à huis clos, on allait faire le tour du terrain, voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, mettre tous les gens en condition. Mais il ne faut pas se cantonner qu'à faire de la sécurité. Si je n'avais fait que ça, je pense que ça n'aurait pas matché comme ça a matché à l'époque avec les joueurs. Quand il manquait une personne pour faire du tennis-ballon, j'arrivais à compléter le groupe. Mais bon, vous voyez ce que ça veut dire, quoi. Autant j'avais du crédit au niveau sécurité et le reste, mais pour le football, non. C'est quoi votre souvenir le plus fort de vos années en tant qu'officier de sécurité de l'équipe de France? Je pense que c'est quand même la remontée des Champs-Élysées. Nous, on a commencé avec des personnes de chaque côté, les gens du RAID devant, avec une CRS qui ouvrait la route. C'était l'enfer, on n'a pas pu remonter les champs, on a dû faire demi-tour à un moment donné. On aurait dû remonter jusqu'à l'avenue Georges V, ça n'a pas été possible, quoi. On a mis des heures et des heures. C'était le bus impérial, on l'a tous vu. Les joueurs étaient à l'étage, les femmes étaient en bas. Bon, moi je gère tout ça, je laisse monter les joueurs et j'attendais, j'étais sur l'entrée du bus et on remontait gentiment et Dédé est redescendu. Il m'a dit « Tiens, tu enfiles ce t-shirt et tu montes avec nous ». Ça, c'est quelque chose, c'est des paroles qui resteront, vous voyez. La nuit dernière, on a eu du lourd, du très lourd, avec notamment la qualification pour les huitièmes de finale du Maroc contre les Pays-Bas. Les fournisseurs, ils ont gagné. Les fournisseurs, ils ont gagné. Les fournisseurs, ils toujours gagnent. Toujours gagné. Toujours les hommes. Et le match avait déjà démarré bien avant le coup de sifflet de l'arbitre à Monterrey, au Mexique. Un jour férié décrété pour Maroc-Pays-Bas à Monterrey au Mexique où je me trouve pour Brut. Le gouverneur local a décidé que ce serait une journée chômée aujourd'hui pour pouvoir accueillir du mieux possible les supporters néerlandais et marocains qui sont nombreux ici. Ce Pays-Bas-Maroc, il avait lieu dans un stade qui a permis à Rémi de trouver un nouveau fond d'écran pour son portable. Le scénario de ce match a été complètement dingue avec la qualif du Maroc, donc au tir au but. Mais avant ça, il y a surtout eu l'égalisation du Maroc dans le temps additionnel. Et évidemment, après la victoire, l'ambiance était belle dans les tribunes côté marocain.
Le Maroc jouera donc contre le Canada en 8e de finale. Le Brésil, lui, ne connaît pas encore son adversaire, mais a réussi à se qualifier également après sa victoire contre le Japon. Vinicius nous a régalé sur quelques actions et il nous avait surtout ému lors d'une belle séquence avant le match. Minha avó é uma pessoa muito importante na minha vida, onde passei até 16 anos morando com ela. Et ces victoires du Maroc et du Brésil, il y a quelqu'un qui les avait prévues. Non, promis, pas d'image d'un poisson, d'un éléphant ou je sais pas trop quoi cette fois-ci. C'est Omar Da Fonseca qui avait annoncé les qualifications du Maroc et du Brésil. On l'avait rencontré sur Brut juste avant la Coupe du Monde pour qu'il nous livre ses pronostics pour toute la compétition. Pays-Bas-Maroc, dès les 16e. Je veux dire le Maroc. Le Maroc qui passe contre les Pays-Bas, tu les vois continuer sur la lancée 2022 Oui, parce que voilà, ils ont une expertise, il y a un engouement. Le Pays-Bas, on n'en sait rien. C'est un pays qui produit énormément de très forts joueurs individuellement et qui après, à niveau équipe, oui, ils font de belles choses, mais il nous reste toujours un peu, il nous manque toujours 10 centimes pour l'euro, non? Il nous manque toujours un petit peu, donc allez, le Maroc... Brésil-Japon. Non, le Brésil... Brésil. Sans trop de difficultés. C'est l'exploit de ces 16e de finale pour le moment. Le Paraguay a éliminé l'Allemagne. Podemos cometer errores, podemos tener aciertos, podemos tener miles de defectos, pero tenemos un corazón que no se entrega nunca. Forcément, après un résultat aussi inattendu, c'est deux salles, deux ambiances pour les supporters des deux pays. They need to go to Berlin and they need to figure out what they're doing because this is not a national team that's going to win anything, ever. They need to go home and rethink it all. Côte d'Ivoire-Norvège, c'est ce soir pour la suite des 16e de finale. Et dans ce match, un joueur ivoirien est au centre des attentions, Yan Diomandé, qui est au cœur de rumeurs sur un potentiel transfert au Paris Saint-Germain. Vous m'informez là, parce que j'ai pas Internet comme je dis, j'ai pas Instagram, j'ai pas TikTok, à cause de ce genre de trucs là. Et après les discussions avec le club, c'est mon agent qui discute. Et moi, j'ai pas d'informations, je ne vais pas parler de ça même avec mon agent parce que j'ai dit que c'était une chance pour moi de jouer la Coupe du Monde. Et c'est chaque 4 ans, donc il faut en profiter. Et du coup, je vais rester concentré pour faire l'histoire avec mon pays. Vous le savez, pendant ce mondial, à chaque jour, sa nouvelle vidéo de gens qui font la célébration viking des Norvégiens. Et cette fois-ci, c'est la police de Dallas qui l'a faite pour accueillir la sélection norvégienne avant le match. Le dernier match cette nuit, ce sera Mexique-Équateur, avec forcément, côté mexicain, l'envie de prolonger l'aventure à domicile. Estamos con un país detrás de nosotros y eso nos motiva muchísimo, fíjate, muchísimo. Aller voir une Coupe du Monde, c'est bien, mais aller voir une Coupe du Monde en devant craquer son livret A pour se payer un coca et un burger, c'est quand même un peu relou. Louis est allé voir les supporters en dressant le comparatif des prix entre la Coupe du Monde 2026 et celle de 1994, la dernière ayant eu lieu aux États-Unis. On vous laisse découvrir tout ça et on vous dit à demain sur Brut pour une nouvelle vidéo sur le mondial. Une bière à la Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis, ça coûtait environ $6. Combien vous l'avez payé aujourd'hui? 18, almost 20, depending on the type of beer that you're getting. I bought both of them. I paid $48 after tip. $80 a beer, US. That's incredibly. That's highway robbery, as you say, right? But hey, it is what it is. Un hamburger à la Coupe du Monde, ça coûtait environ $7 il y a 30 ans. Combien vous l'avez payé aujourd'hui? $20! Too much. Et votre bouteille d'eau, combien vous l'avez payé? C'était $2 à l'époque. It's like 8 now. 4 times. Do the math. Crazy world we live in. Can you guess how much was a parking lot at that time? $10-15 maybe. Yeah, it was that. And today, how much did you pay? $150. Do you think it's 10 times. Do you think it's too much? I think it's a bit too much. Yeah.